globalement aussi en ensemble. Alors, à vous de parler, puis j'aimerais bien qu'on dise 2 mots du Japon tout à l'heure. Je voudrais rebondir moi, sur la question de la mesure, qui est un sujet qui, on le voit bien, qui est extrêmement important dans l'appréhension qu'on peut avoir de la pénibilité, de l'usure, etc., et dans les difficultés auxquelles on peut être confronté dans le cadre de cette question de mesure. Je pense qu'on ne peut jamais totalement déconnecter le sujet de la mesure de la raison pour laquelle on mesure, en réalité. Et j'évoquais tout à l'heure la question du compte personnel de prévention, du compte de prévention qui était auparavant le compte de prévention de la pénibilité, avec la question des 6 facteurs, des 10 facteurs et des problématiques de mesure. On était sur une mesure, et on est toujours d'ailleurs sur une mesure dont la finalité est de connaître le nombre de points qui sont en termes de réparation sur le compte. On a évoqué tout à l'heure la question de la charge du travail, et vous parliez je crois du forfait jour, et dans le cadre du forfait jour, on voit bien que la mesure de la charge de travail n'a pas du tout la même finalité. Oui. On est là dans une finalité, à travers la question de la mesure de la charge de travail, qui est une mesure de prévention pure, consistant à veiller à ce que cette charge de travail ne soit pas excessive. Et donc, derrière cette question de la mesure, on se heurte à la difficulté parfois d'organiser cette mesure, mais il faut toujours avoir en toile de fond la question de pourquoi on mesure. Alors, avec un débat vieux comme le monde, qui est, vous savez, le quantifier le qualitatif. Hein, je mesure du qualitatif, mais il faut que je le quantifie. Alors, des fois, on a des seuils, on peut quantifier, et parfois on est sur quelque chose, la charge de travail, on peut parfois quantifier le nombre de dossiers, le nombre de personnes qu'on rencontre, etc. Mais on est sur quelque chose d'éminemment qualitatif. Et donc quantifier le qualitatif, alors ça, en ressources humaines, c'est un débat interminable. Oui, c'est le débat, on passe à la parole à Jean-Marie tout à l'heure, parce que c'est en plein le débat de l'audit social dont il fut et dont il est le président d'honneur. Alors peut-être est-ce que vous pouvez passer la galette, si je peux me permettre, à Monique. Non mais juste en la posant au milieu, là, voilà. Là, c'est bien vous. Alors Monique, qu'est-ce qu'il veut? Je voulais juste intervenir là, rebondir sur ce qui vient d'être dit. Sur cette notion de mesure, et l'une des questions qui a été au cœur en fait de notre démarche de prévention de la pénibilité et de l'usure professionnelle, ça a été de questionner justement les seuils de pénibilité, avec en se demandant est-ce que si je suis en deçà des seuils, est-ce que forcément ça n'est pas pénible? La question était évidemment non. Enfin, c'est pas parce que je suis en dessous des seuils que ça n'est pas pénible, c'est juste que ça ne me donne pas droit à de la compensation. Donc vraiment cette question elle a été au cœur nous de notre démarche de prévention, et c'est pour ça qu'on a décidé de prendre le sujet à l'envers avec cette notion des capabilities, enfin de l'environnement capacitant et la soutenabilité. Ça, on voit bien ça, et l'importance finalement de la pertinence de la, mais en même temps la ténacité qu'il doit falloir pour effectivement que ça ne dérive pas sur d'autres types de négo, et on revient toujours sur la question des échéances. En gros, est-ce qu'on est là pour la négocier sur le court terme ou globalement sur le long terme? Alors la question à toi, pardon, on reprend notre petite galette par ici pour... voilà, ouais. La question. Eh bien, la question c'est toi, qu'est-ce que tu en penses justement de la mesure, entre la mesure pour le court terme, mesure pour la compensation, mesure pour... Justement, il y a plusieurs choses. Sur la mesure, oui, on est bien dans la problématique, justement, et j'écoutais aussi ce que disait Marianne, c'est la définition des seuils. C'est-à-dire qu'on va être obligé d'objectiver des choses subjectives. Et à un moment ou à un autre, il faut mesurer, comme le disait Marianne, pour rendre des faits effectifs. Il y a un moment, il faut arrêter de discuter, enfin, il faut arrêter de faire des constats qui ne sont pas forcément partagés, mais de se mettre d'accord sur une norme ou sur quelque chose en tout cas qui soit représentatif de ce dont on va pouvoir discuter. Et l'idée même de mesurer fait extrêmement peur, parce que nous souvent quand on demande justement à mesurer aux directions d'entreprise, elles ont toujours très peur du résultat. C'est-à-dire qu'elles sont peur de ce qu'elles vont trouver, etc. Mais finalement, dans un sens... juste. Ouais, oui. Non, mais ce qui est très difficile, c'est de leur faire comprendre, c'est qu'on ne pourra pas commencer une discussion si on ne mesure pas. Et nous, on n'est pas forcément là. À partir du moment où on rentre dans un dialogue social, oui, on s'attend à avoir des mauvais résultats, mais on n'est pas là forcément que pour les attendre. On est là aussi pour les mettre en avant et pour pouvoir dire qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on est là. Parce que la question qu'on a, et ça a été
dit aussi par Marianne tout à l'heure, c'est que il y a quand même une notion de plus en plus forte qui se pose depuis la crise Covid. C'est que non seulement il faut s'occuper des gens qui sont là, mais il faut aussi attirer des nouveaux. Parce que si on veut rendre le métier attractif, si on arrive avec, si on est reçu dans une entreprise on a 22 ans et qu'on est reçu par quelqu'un qui est complètement abîmé, on n'a peut-être pas envie de rester très longtemps quand même. Et la dernière chose que je voulais dire sur l'idée de, moi j'aime bien garder les deux termes de pénibilité parce que et d'usure. Je trouve que les deux sont bien. La pénibilité renvoie vraiment au travail en tant que tel qu'il est fait. Voilà, c'est l'essence même du travail qu'un métier est pénible. J'ai envie de dire, quelle que soit la personne qui le fait, peut-être. La notion d'usure, elle se rattache aussi aux travailleurs. Et la notion d'usure professionnelle, là où elle est très intéressante, c'est qu'elle va prendre la personne dans sa globalité. Pas forcément que la personne au travail, mais la personne dans sa globalité, c'est que la personne peut avoir aussi un handicap, peut avoir une maladie, etc., fait qu'à un moment ou à un autre, elle va être plus usée qu'une autre aussi, pas seulement par son activité de travail, mais aussi par les éléments qui sont autres que le travail. Et c'est pour ça que je trouve que prendre les deux, moi j'aime toujours l'idée de prendre les gens dans leur globalité, parce que je pense que c'est comme ça. Je travaille beaucoup sur les addictions numériques, et on dit très bien que les addictions numériques, si je vous soigne sur vos addictions numériques au travail, mais que je ne vous soigne pas aux addictions numériques dans votre vie personnelle, ça ne sert à rien. Et je pense que c'est généralement cette chose-là, c'est de dire, on prend les gens dans leur globalité, et je pense qu'en alliant pénibilité et usure, on prend bien cette dimension. Mais merci de cette réaction. Alors avant qu'on peut vous passer la parole à Franck, je vois là qu'on a une question de Martine Cosentino. Je ne sais pas si Martine Cosentino elle est là ou autre, mais elle nous pose une question sur la question finalement des facteurs d'usure non professionnels en prenant l'exemple des aidants. Martine, est-ce que, pardon de vous appeler par votre prénom, est-ce que vous pouvez me reposer votre question, parce que sinon je vais l'afficher tout benoîtement, je vais l'afficher tout benoîtement. Et donc, voilà. Enfin, c'est une usure cachée, parce que les salariés aidants ont un peu peur de parler à leur patron, comme quoi ils sont aidants à l'extérieur, aidants familiaux, proches aidants. Et en fait, c'est un risque, c'est un enjeu de capital humain qui est énorme, du fait de l'allongement de la durée de vie, et que voilà, c'est vraiment un problème DRH RSE. Moi, c'était le mot usure qui m'avait attiré sur l'intitulé de votre colloque, mais je le vois aussi en non professionnel qui fait partie d'un problème global d'une entreprise. Merci de cette question qui est bien pertinente. Alors pour le coup, je rejoindrai mon voisin parce qu'on avait eu tout un tas de débats à une époque avec Jérôme sur le fait est-ce que on parle de conditions et de vie au travail ou est-ce qu'on parle de vie tout court. Et je trouve qu'il avait été très très intéressant dans la position justement de ton syndicat, de votre syndicat, c'était notamment pour les cadres mais aussi pour l'ensemble, c'était de parler de vie tout court et que pour montrer l'interaction dont parle bien madame, mais qui est le fait que on n'est jamais quelqu'un de différent au moment où on rentre dans l'entreprise. Alors Franck, non mais c'est très intéressant, mais encore une fois, je pense que la question prend un relief particulier au regard de la raison pour laquelle on la pose. En réalité, quand on pose cette question du multifactoriel, de l'appréhension de paramètres qui peuvent venir de la vie personnelle ou de la vie professionnelle, on pose cette question pourquoi? Est-ce qu'on pose cette question pour nuancer les problématiques de réparation, ce qui est parfois le cas? Parfois on dit bah oui, mais par exemple dans le débat sur les risques psychosociaux, maladies professionnelles, on va dire bah oui, mais si quelqu'un est mal dans sa peau, ça peut venir de plein de choses et pas uniquement de facteurs liés à son job, ça peut être aussi des facteurs de sa vie personnelle. Quand on raisonne comme ça, on raisonne de manière défensive par rapport à une problématique de réparation, de demande de réparation. Mais ce qui, entre parenthèses, a été longtemps la posture d'un côté des partenaires sociaux. Oui, mais moi ce que je voudrais faire, c'est mettre peut-être de manière plus large en perspective, parce que effectivement, quand on est défensif sur ce terrain-là, c'est parce qu'on répond sur le terrain de la réparation. On dit oulala, mais il va pas me demander de réparer, alors qu'il y a plein d'autres facteurs qui rentrent en jeu, etc. Or, là, la question, elle est pas celle-là. Elle est le fait d'appréhender une situation dans sa globalité, dans une optique qui peut être une optique de prévention et qui est tout autre chose. Donc, je vois encore une fois, un peu comme tout à l'heure à propos de la mesure, je crois que c'est important aussi de se dire, on pose ce débat, mais pourquoi est-ce qu'on le pose avec quelle finalité? Quelle est la finalité alors, avec ce que vous disiez tout à l'heure d'intéressant sur le fait de dire les entreprises peuvent avoir peur
de la mesure, mais parce qu'elles peuvent avoir peur de la mesure, parce que derrière, il y a aussi toujours cette question de la finalité. On a peur de la mesure parce qu'on se dit on va se servir de ça pour demander telle chose ou pour contester telle chose, enfin, etc. Donc, il ne faut pas occulter le fait que dans un certain nombre de cas, il y a cette question de la finalité qui est toujours en toile de fond. Il ne faut pas avoir peur de la mettre sur la table, justement. Qui est là, les enjeux des acteurs sur les enjeux des acteurs. Monique, par exemple, comment vous sentez là, justement cette question des finalités de la mesure et de tout ce qu'il peut y avoir de non-dit, d'attente et d'autres objectivations de ce côté-là? Alors, c'est une réflexion que j'avais aussi tout à l'heure en écoutant l'intervention de Justine, il me semble, pour resituer par rapport à qu'est-ce qui a changé suite à la dernière réforme des retraites. Et chez nous, en fait, moi, ce que j'ai pu constater, c'est la mise en place d'une réelle coopération entre les métiers HSE et les métiers RH. On n'avait pas forcément jusque-là, où il y avait d'un côté le processus de compensation-réparation piloté par les ressources humaines, et de l'autre côté, voilà, les démarches de prévention pilotées par les pôles, les pôles et les directions HSE. Et depuis cette réforme, il y a une véritable volonté de travailler ensemble, tant sur le volet compensation-réparation avec notre dialogue social. Enfin, il faut aussi compenser à un moment donné ce qu'on n'arrive pas à améliorer dans nos situations de travail, mais aussi cette coopération, elle se fait aussi dans cet objectif de prévention. Moi, aujourd'hui, je travaille avec une direction des ressources humaines dans un objectif de prévention de mesures professionnelles. Parce qu'on l'a dit aussi tout à l'heure, il y a le sujet de l'attractivité. On ne va pas le nier, aujourd'hui, il y a une prise de conscience collective de la nécessité de travailler sur les conditions de travail, parce qu'il y a un véritable sujet d'attractivité. Et voilà, pour la SNCF et SNCF Matériel, on a aujourd'hui clairement des difficultés de recrutement du fait des conditions de travail, et pas uniquement des conditions d'emploi, vraiment aussi des conditions de travail. Donc voilà, c'est une véritable coopération qui se met en place, en tout cas chez nous, et je pense que c'est quelque chose qui ressort de positif dans cette... Oui, allez-y. Parce que je voulais rebondir sur ce que vous... Cyril, un point que vous avez dit et qui me semble très, très important dans le débat. Moi, je crois que ça n'aide personne d'opposer compensation et prévention. Et bon, on peut le regretter sur le plan ontologique ou conceptuel, mais je crois que dans les années à venir, on sera obligé de faire les deux d'une certaine façon. Parce qu'il faut bien traiter les situations existantes, et puis pour une prévention efficace, ça prend du temps. Il faut se donner le temps pour atteindre un certain nombre de résultats. Et ce qu'on observe quand même à peu près partout, dans tous les pays qui sont parvenus à allonger la durée des carrières, on a vu alors des politiques préventives sans doute assez efficaces, mais on a vu aussi une augmentation considérable du nombre de bénéficiaires des différents régimes d'invalidité, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Angleterre, ou que ce soit dans les pays nordiques. Donc, plus on allongera, plus on avancera dans l'allongement de la longévité professionnelle, plus on reculera l'âge de cessation d'activité, où on développera des mécanismes, je dirais, de transition douce vers la retraite, plus on aura un volume de cas à traiter au titre de cessation anticipée ou de compensation du surprofessionnel. Et puis la deuxième remarque, et après je me tais, que je voulais faire, c'est qu'on a parlé pénibilité, on a parlé usure, c'était l'intitulé de la table ronde, mais vous avez, vous en particulier, introduit, je crois, une dimension nouvelle et importante dans cette discussion autour quand même de l'allongement des carrières et de la longévité professionnelle. C'est ce rapport au travail, enfin tout ce débat sur le rapport au travail, et vous avez fait référence à la notion de travail en capacitant, donc capabilities justement, qui d'ailleurs, soit dit en passant, ne se mesure pas toujours. Et c'est peut-être tant mieux comme ça. Il ne faut pas non plus avoir le culte absolu de la mesure. Mais on peut avoir, en mesurant la satisfaction donc, subjective au travail, une autre approche de ces questions-là. On peut avoir un travail objectivement pénible, mais qui soit source d'une certaine satisfaction, qui soit source d'une certaine fierté. Enfin, voilà, il y a plusieurs images d'épinette qui peuvent apparaître. Mais je pense que c'est important de le souligner. On peut avoir une pénibilité du travail qui, pour autant, et à l'inverse, on peut avoir un travail pas particulièrement pénible, mais qui suscite
une désaffiliation est constitutive donc d'une forme d'usure au travail. Et ce que vous soulignez, parce que vous écoutez tout cela, on a vraiment l'impression qu'il y a quand même une maturité qui est en train de se construire. Et que, merci à vous, que aussi bien justement dans ce fait qu'avant on raisonnait, j'allais dire, un peu avec, il y a le silo compensatoire de la négociation des avantages ou des désavantages sociaux côté RH, et puis il y a les sécuritaires qui doivent s'occuper de la sécurité, et puis on va faire bref trop ailleurs. Ça c'est en train de se terminer, ce que je dis, il y a une forme de, et on l'observe pas que chez vous, il y a un vrai tandem qui se crée, et j'aimerais bien avoir de ce côté-là, Jean-Marie, si tu es là, une espèce de tandem et d'ouverture à des RH à HSE, ce qui n'était pas le cas avant et ce qui n'était pas le cas il y a longtemps. C'est pas pour rien, si je peux me permettre, si aujourd'hui, autour de la table, si on peut dire à distance, notamment, mais et avec vous, on a des ergonomes, donc des gens qui ont, on voit bien d'ailleurs que la notion de facteur ergonomique, Franck est parti, mais la notion de facteur ergonomique est rentrée maintenant dans le code du travail, ce qui n'était pas le cas globalement avant, et on voit bien que les profils d'ergonomes et l'objectivation de ce que peuvent apporter les ergonomes, et aussi, donc on a une maturité de ce côté-là. Comment toi tu la sens de ce côté, tu la vois ou sens ou pas, côté syndical, et hop, la petite galette par ici, si vous moi déjà je vais rebondir sur une notion qui a été importante là, qui vient d'être dit, c'est la notion de bien faire son travail. C'est quand même un truc essentiel. Et ça, c'est une notion, nous, qu'on essaie d'ajouter aussi aux questions de pénibilité, d'usure, etc. C'est que la satisfaction des gens aussi, le fait d'enlever une part de pénibilité au travail, c'est l'impression du travail bien fait. Et aujourd'hui, on a retiré de plus en plus cette notion-là à des gens. Alors, il y a des métiers où on a intérêt à ce que le travail soit bien fait. Moi, personnellement, je suis très sensible en tant que consommateur que le matériel SNCF fonctionne bien. Je suis un peu moins sensible à la NASA. Je prends moi la fusée spatiale, donc par contre la SNCF, je suis plutôt content que ça marche pas mal. Côté médical aussi, par exemple. Côté médical, je suis plutôt bien. Et je pense que ce qui est important, c'est que quand les gens nous le disent, c'est que nous, quand ils parlent de leur travail, à leurs proches, à leur famille, etc., ils vont pas dire forcément, ils vont dire qu'ils ont un métier pénible, un métier pas pénible, etc., mais ils vont aussi avoir une fierté à dire ce qu'ils font. C'est-à-dire que s'ils ont une fierté à dire, bah, aujourd'hui, je fabrique un truc, mais tu sais, c'est un produit pourri, de toute façon, tout ce qu'on vend de sorte qu'à 80% de qualité, parce qu'on s'est rendu compte que le coût, rapport qualité-coût, c'était plus intéressant de sortir un produit fini à 80 qu'à 100%. Donc moi, je fais un travail, oui, sur le papier qui est beau, mais dans les faits, il n'est pas beau, parce que je sors un produit qui n'est pas fini. Et je pense que c'est s'emparer cette question-là sur ces modalités, c'est de se dire aussi ça, c'est de se dire, voilà, on parle de pénibilité, d'usure, etc., mais en fait, est-ce qu'on parle aussi du travail que l'on fait? Et je pense que il y a aussi des gens, et ça c'est aussi, on en parlait en off au début tout à l'heure, c'est aussi de faire reconnaître aux gens, c'est qu'il y a des gens qui ne vont pas reconnaître facilement qu'ils sont usés, etc., parce qu'ils sont portés par ce qu'ils font. Tu parlais tout à l'heure des aidants, etc., des aides, etc. Il y a des gens qui ne comptent pas leurs heures, qui vont faire beaucoup plus, qui vont faire des kilomètres, etc., parce qu'il fallait aller porter un repas à quelqu'un, parce qu'il fallait refaire le bandage à quelqu'un, etc. Peu importe si moi je suis fatigué, ça me porte. Alors peut-être que je m'écoulerai plus tard, et c'est ça la difficulté aussi, parce que la dernière question, aussi, je reviens sur la notion de temps, c'est la temporalité. C'est-à-dire que quand on travaille sur la prévention, on doit aussi accepter que les gens avec qui on travaille, on va peut-être pas les voir, entre guillemets, usés. Peut-être qu'ils seront usés 2 ou 3 ans ou 4 ans après avoir été à la retraite. Donc nous, on doit travailler aussi sur ces plans-là, de se dire, il faut qu'on donne des bonnes conditions maintenant, parce que malheureusement, il y a un moment aussi où on ne pourra plus les aider, on ne sera plus forcément là. J'ai peut-être pas répondu à ta question. Non, mais si, mais hier on est fait comme marché. Voilà, c'est ça. Tu poses une question, mais tu réponds. Voilà. Et tu réponds sur le fond et tu réponds bien. Moi, ça m'évoque autre chose. Et, pardon, Cyril, parce que peut-être que vous avez envie aussi de sauter sur le micro. Et Jean-Marie, qui est aussi là à distance, je trouve que ce que tu dis, c'est le nouveau débat, mais qui est un peu les habits neufs du Grand-Duc, sur le sens du travail. Le travail bien fait, en gros, c'est ça. C'est le sens du travail, mais qui, pendant, alors je voudrais jeter la pierre à personne, mais pendant des années de consultant, quelquefois aussi de RH, a été
un peu et beaucoup mis complètement de côté. Moi, je me souviens d'avoir fait complètement glups avec un de nos copains communs, avec Jean-Marie, qui globalement est pas là, et qui était dans une structure, disons, qui était globalement une structure américaine, et qui, en gros, le grand truc à la mode, j'allais dire, dans les années 80, c'était piéger la surqualité. Et donc, c'était la chasse à la surqualité, et donc, il fallait arrêter la qualité du travail, et donc la fierté du travail, à un certain moment, et vous aviez des armadas de consultants anglo-saxons d'abord, dont c'était globalement la finalité, et qui ont cassé ça longtemps. D'où Yves Clos qui a un peu prêché dans le désert globalement pendant longtemps, et on y revient heureusement là maintenant sur la réalité globale du travail. Peut-être deux mots, Cyril, là maintenant, parce qu'on est en train d'arriver. Il est 15, on est censé terminer presque maintenant, mais quand même, un peu un mot à chacun de ce côté-là. Et Jean-Marie aussi, je dois citer en bout, voilà, un peu sur nos débats qu'on ne peut pas clore là maintenant. Et on va continuer, on vous expliquera comment on a envie de continuer. Voilà. Vous savez, vous, pareil, de l'épicycle international OIT, comment vous voyez ces choses sur le sens du travail, les dimensions qualitatives? Non, je pense qu'effectivement, c'est une dimension qui est très importante pour réussir à surmonter le défi démographique. Hein. C'est-à-dire que si mécaniquement, là, encore une fois, parmi les facteurs de transformation du travail, le facteur démographique est probablement à l'échelle du monde le plus impactant, hein, puisque la population en âge de travailler va diminuer à partir de la de 2035, hein, dans ces années-là. Donc on va avoir une baisse des populations actives. Donc forcément une nécessité d'allonger les carrières, et on n'y parviendra pas effectivement si on ne règle pas les problèmes liés à des facteurs de pénibilité physique facilement mesurables, mais aussi par le ressenti des gens, hein, par leur capacité, leur volonté et le fait qu'ils y trouveront leur compte à prolonger leur activité professionnelle, parce que ils auront le sentiment que ça participe au bien commun, qu'ils font quelque chose d'utile, et puis qu'ils ont aussi la maîtrise de leur travail, donc une certaine autonomie, et qu'ils ne sont pas asservis à des logiques productivistes, à obéir à des ordres que donneront des systèmes algorithmiques du travail. Enfin, c'est tout ça qu'il faut prendre en compte, et c'est pour ça que je comprends bien l'importance de la mesure, mais la mesure ne dit pas tout, et la mesure peut aussi biaiser l'approche politique qu'il faut avoir de ces sujets-là. Ce qui compte quand même avant tout, c'est ce que ressentent les gens. Voilà, parce que c'est en fonction de ça qui se détermine. Mais merci Cyril, peut-être un mot de la fin à chacun à la fois. Voilà, qu'est-ce qui vous paraît important, par exemple, Monique, à mettre en avant, et puis si vous aviez une prochaine étape à imaginer, ça serait quoi? Alors, moi déjà, ce que j'ai envie de retenir, et c'est aussi dans notre démarche de prévention, c'est que la pénibilité peut être un facteur d'usure professionnelle. Hein, donc c'est ce qu'on vient de dire, c'est qu'il n'y a pas que la pénibilité au sens physique en tout cas qui intervient. Et donc là, dans la prochaine étape, c'est justement d'essayer d'aller dans cette approche multifactorielle et de regarder les contraintes de pénibilité, les contraintes physiques marquées, les contraintes liées aux environnements agressifs, dans les aspects organisationnels, dans les aspects psychosociaux, notamment sur la question des marges de manœuvre. C'est pas pareil si j'ai la maîtrise de mon environnement de travail, de mon travail en lui-même, et quand je ne l'ai pas par rapport à des contraintes physiques. Hein, si je vais porter des charges, si je vais avoir des postures pénibles, si j'ai la possibilité de m'arrêter, de faire des pauses quand je le souhaite parce que j'ai la maîtrise sur ma journée de travail. Voilà, donc il faut vraiment avoir une approche multifactorielle en intégrant ces aspects organisationnels et humains. Multifactoriel, nuancé, organisationnel et humain. Jean-Marie, de ton côté, le mot d'orientation, monsieur Jean-Marie? Voilà. Je crois qu'effectivement, il faut vraiment, comme ça a été bien souligné, mesurer ce qui aura des effets à très long terme. Au fond, nous vivrons tous ce centenaire, paraît-il, mais si on veut que les gens soient fringants longtemps, il faut effectivement prendre en compte toutes les dimensions qui ont été évoquées. Merci Jean-Marie. Est-ce que Justine, vous à la fois
sur votre activité et plus globalement. Le message du final. Effectivement, je retiendrai ce travail qui est de plus en plus transverse entre la RH et les services de prévention et qui va être de plus en plus nécessaire avec les nouvelles mentalités, si je puis dire, de quête de sens au travail et les enjeux qui s'offrent à nous maintenant. D'accord, merci à toi. Tu as envie ? Oui, oui. Non, sur un point important, ce qui a été dit notamment par Monique aussi, moi ce qui me paraît intéressant, et c'est pas lié qu'à la pénibilité, c'est l'ensemble des domaines, je travaille aussi pas mal sur l'intelligence artificielle, on le voit, c'est l'importance, on voit que les mondes changent de plus en plus vite, les choses se bouleversent de plus en plus vite, et c'est très intéressant de plutôt travailler sur des démarches, c'est-à-dire en gros des choses qu'on va pouvoir appliquer dès qu'une nouvelle question se pose, etc., est déjà outillé pour pouvoir y répondre et y répondre efficacement. De pas à chaque fois réinventer la roue et se demander à chaque fois comment on va travailler, comment on va approcher. Et je pense que travailler sur des méthodologies de mesure, des réponses apportées, des compensations apportées, etc. En gros, travailler sur un peu, j'aime pas l'idée de kit parce que c'est réducteur, mais c'est un petit peu ça, c'est l'idée d'arriver aussi avec des démarches qu'on va pouvoir appliquer, qui ne sont pas forcément des démarches de consultants qu'on plaque, etc., mais vraiment des démarches qu'on va pouvoir expérimenter. Ouais. Et le deuxième mot, voilà, tu me enlèves le pain de la bouche, c'est que je pense que c'est des domaines où il faut expérimenter. Et ça veut dire expérimenter, ça tu sais que c'est un mot qui m'est cher parce qu'on a déjà parlé, ça veut dire qu'on accepte aussi l'échec. Voilà, on peut aussi se planter, il ne faut pas avoir peur de se tromper. Je sais qu'en France ça fait un petit peu peur, mais il ne faut pas avoir peur de l'échec. C'est ça, là, oui, voilà. Merci. Alors notre président je ressens à la fin de ce débat une intense motivation à travailler sur ce que j'appellerais les risques longs. Les risques brutaux et courts, il y a tout un travail qui se fait pour les éliminer, les supprimer, etc. Par contre, les risques longs ne sont peut-être pas encore suffisamment pris en compte et il y a un champ considérable. Risques longs qui peuvent être au niveau de la planète, comme le changement climatique ou qu'est-ce que Cyril a évoqué, changement climatique, démographie. Mais dans une entreprise ou dans une collectivité de personnes, il y a une énorme diversité. Mais dans cette diversité, on devrait pouvoir arriver à focaliser davantage l'attention sur les risques longs. Et c'est ça qui est en cause, c'est ça qu'on peut traiter par la prévention. La réparation, c'est un autre domaine dont je ne veux pas parler ici. Mais prévention, c'est se saisir des risques longs, voir ce qu'ils sont dans toute leur diversité et intensifier la réflexion, le travail à ce sujet-là. Voilà ce que moi je retiens comme impulsion. Merci Jacques, et je crois que arrive le moment, merci à tous, d'abord de vous applaudir tous beaucoup, oui, parce que merci d'avoir été prisonniers dans la cave ici, 7 mètres sous terre, et qui peut-être demain sera inondée. Voilà. Et prochaines étapes, alors prochaines étapes là-dessus, d'abord grâce à Jean-Loup, replay au plus tard lundi, et donc replay global et séquencé, et puis moi j'ai 2 envies à creuser autour de ce que vous disiez, bien sûr, on va creuser les risques longs, et donc on va reprendre notamment la question de pénibilité, usure professionnelle et impact climatique et croisement climatique. On a commencé avec les représentants du CESE il y a 2-3 mois et on va continuer encore à ce niveau-là. Et puis il y avait d'autres questions qui sont venues notamment des participants, j'allais dire, quand ils se sont inscrits et qui étaient, parce que là on a pris les choses globalement, c'est de regarder les choses par branche et de regarder les choses, j'allais dire, concrètement dans les métiers concrets. Alors notre prochaine étape, pour nous, elle est le 23 mai, où on aura là encore un distanciel, mais qui sera franco-canadien, donc qui sera transatlantique, et sur un métier particulier, et qui est, j'allais dire, les métiers du care, les métiers hospitaliers, qui, Dieu sait si en ce moment, s'ils sont tourmentés en tension et autres, et donc là, ça sera une première façon de le regarder, et de le regarder par le biais que vous suggériez, j'allais dire, tous les deux, tous les 4, tous les 5, tous les 6, c'est-à-dire à la fois dans les dimensions d'impact managériaux, quel est le rôle et l'impact du management et quel est le rôle et l'impact
organisationnel, facteur humain et organisationnel, mais aussi responsabilité du management, et j'allais dire dans ces vieux fonctionnements que sont les fonctionnements hospitaliers, c'est tout à fait interrogé, et c'est intéressant de regarder comment le Canada se fait. Voilà, bah écoutez, un grand merci à vous, et merci à vous tous d'avoir été là. Merci Jean-Marie, merci Justine, et j'ai vu que, voilà, que Marianne était partie. On vous remercie. Bye à tous, et donc lundi prochain ou plus tard pour les replays. Merci, bye bye.